Salut mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver nombreux devant vos postes téléviseurs et surtout, merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, débutons cette session d'information. Le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit le ministre national de la Santé pour lui faire rapport de certificat de décès délivré pour cause de Covid-19. C'était lors de la dernière réunion du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Suivez plus de détails dans ce reportage. C'est au cours de la 31e réunion du Conseil des ministres présidé le vendredi 15 mai en vidéoconférence. Le chef de l'État a instruit le ministre de la Santé publique Eteni Longondo de lui faire rapport sur l'existence du trafic qui serait organisé dans la délivrance des certificats de décès pour cause de coronavirus. Ce trafic qui consiste à pousser plusieurs familles à faire des déclarations de décès de membres de leur famille pour cause du Covid-19 moyennant rétribution. Ceci afin de porter atteinte aux efforts du gouvernement dans sa lutte contre cette pandémie. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo a par ailleurs souligné la nécessité de transmission à son cabinet dans le meilleur délai les dossiers à examiner en Conseil des ministres. La demande de poursuite judiciaire du procureur général près la Cour de cassation contre le président du Sénat, M. Alexis Tambwe Mwamba. Le Sénat s'oppose et refuse la levée des immunités pour donner l'opportunité au procureur de poursuivre M. Alexis Tambwe Mwamba. Plus de détails dans ce reportage avec Daniel Matondo. Alexis Tambwe Mwamba ne sera pas poursuivi pour diffamation et injure publique. Tels en ont décidé les sénateurs ce mardi 26 mai. Ils se sont ainsi prononcés à la demande de la levée des immunités du président de la Chambre haute du Parlement pour permettre au parquet général près la Cour de cassation de le poursuivre à l'issue de l'affaire qu'il a opposée avec Bijou Goya. Cette dernière, la sénatrice, s'était plaint auprès de cette instance judiciaire qui a pu établir 2 infractions contre Alexis Tambwe Mwamba. Le Sénat a-t-il fait obstruction à l'action de la justice? C'est la question qui mérite d'être posée et pour plusieurs analystes, au regard de certaines pratiques auxquelles se sont habitués les politiciens congolais, il était prévisible que Alexis Tambwe Mwamba, qui est dit FCC, plateforme majoritaire au Sénat, n'avait rien à craindre car dans ses habitudes, le FCC ne pouvait pas livrer une de ses figures majeures à la personne de Tambwe Mwamba malgré la demande de la justice. Et ceci était également facilement imaginable au regard de réactions qui ont émané du FCC à l'issue de cet incident du 30 avril dernier au Sénat. La majorité du Parlement ont voté pour la pétition de l'honorable Jean-Jacques Mamba visant à la destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale à la personne de M. Jean-Marc Kabundi. Suivez dans ces reportages. Le président intérimaire de l'UDPS n'est plus premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a été destitué au cours d'une plénière qui s'est tenue ce lundi 25 mai jusque très tard dans la nuit. L'initiative ayant conduit à son évincement est l'œuvre du député national Jean-Jacques Mamba du MLC. Ce dernier affirme avoir écrit à 3 reprises à Jean-Marc Kabunda pour que ce dernier présente les éléments ainsi que les données budgétaires concernant l'organisation des congrès du Parlement. Car ces derniers avaient affirmé que cette activité coûte 7 millions de dollars à la République. Pour Jean-Jacques Mamba, c'est un discrédit et un déshonneur pour l'Assemblée nationale. C'est à la suite du silence que lui a opposé le remplaçant de Félix Tshisekedi à la tête de l'UDPS que ce dernier a amorcé la procédure de sa destitution. Pari gagné pour Jean-Jacques Mamba car lors de ces votes auxquels ni Jean-Marc Kabundi, encore moins Jean-Jacques Mamba ont pris part, 289 députés ont voté pour la destitution de Jean-Marc Kabunda. 17 étaient contre et 9 se sont abstenus sur un total de 315 votants. Notons que cette activité était marquée par de vives tensions qui ont obligé Janine Mabunda, présidente de cette institution, à arrêter momentanément la plénière. Le député de l'UDPS se sont livrés à la bagarre contre certains autres du FCC. Cette situation fait une fois de plus poser la question de savoir à certains analystes si la coalition FCC Cash survivra jusqu'en 2023. Qui vivra verra. Le coronavirus en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, cette pandémie qui continue à faire parler de lui dans le monde entier. La presse ne ferme pas sa bouche. Quel est donc le bilan
de cette pandémie en République démocratique du Congo. Suivez. Bulletin du Covid-19 de mardi 26 mai 2020. Il y a eu au total 143 cas confirmés, 95 pour Kinshasa, 20 au Nord Kivu, 12 au Sud Kivu, 11 Congo central, 4 dans les Haut-Katanga et 1 cas au Kwilu. 25 personnes guéries à Kinshasa pour 0 décès. Les patients en bonne évolution sont comptés au nombre de 1679 et 567 cas suspects en cours d'investigation et au total 410 échantillons qui sont encore testés. Donc, le cumul total est de 2545 cas confirmés, dont 2545 cas confirmés et un cas probable. Au total, 68 décès pour 365 personnes guéries. Et le Congo central consacre aujourd'hui un cumul de 176 cas, rien que pour le Congo central. Dossier à suivre. Suite à cette pandémie, le coronavirus, la Fédération congolaise de football a eu la décision de mettre fin au championnat national, la Linafoot, mais les autres équipes crient à l'injustice. Suivez plus de détails dans ces reportages. Arrêt du championnat de la Linafoot suite au Covid-19 qui ne cesse de se répandre à Kinshasa et dans plusieurs provinces de la RDC. Le championnat national de la Linafoot s'est arrêté net. L'état d'urgence sanitaire étant prorogé de 2 semaines, les activités sportives restent donc suspendues jusqu'à nouvel ordre. Mais cette décision n'a pas plu à certaines formations politiques. L'état d'urgence décrété par le président de la République, ce qui a fait que toutes les écoles ferment les portes sur toute l'étendue de la République. Comment protéger les écoles pendant cette période où les élèves restent à la maison, les enseignants, les chefs d'établissement, y compris pour garder ces établissements sains. Suivez dans ces reportages. Pendant cette période, les écoles sont-elles pour freiner la propagation du coronavirus? Dans la série de mesures prises par les chefs de l'État, il y a également la fermeture des écoles. Depuis le 18 mars dernier, tous les bâtiments scolaires en République démocratique du Congo sont déserts. Cependant, la question qui se pose est celle de savoir si ces bâtiments sont en sécurité, car dans certains milieux, les inciviques, à l'absence des élèves, se transforment en véritables maîtres de tous ces bâtiments. Ils s'y rendent et font ce que bon leur semble. Écrire n'importe quoi sur le mur, déféquer ici et là, se permettre même de répandre les excréments humains sur les tableaux, le jet de pierres sur la toiture, de nombreux actes inciviques totalement inacceptables. C'est exactement les responsables des établissements scolaires se sont retrouvés dans l'impossibilité d'éviter cet état des choses au regard du fait que la plupart des écoles publiques ne sont pas clôturées. Les écoles ne sont donc pas à l'abri des actes irresponsables des inciviques. C'est le cas de cette école primaire Mvuzi, une école conventionnée protestante située au quartier Kimbangiste dans la commune de Mvuzi. Un bâtiment pimpant neuf obtenu par l'école grâce à un projet se trouve à ce jour envahi par les excréments humains. Le directeur de cette école, qui se rend sur place de temps en temps, a surpris sur place un jeune qui a fait de cette école son abri. Il passe la nuit sur place de son propre gré. Et je suis ici au complexe Mvuzi. Le bâtiment que nous avons pu ériger est devenu une place des inciviques qui viennent nous visiter d'un moment à l'autre. Raison pour laquelle je demande au commandant de la ville de nous épauler, de venir d'un moment à l'autre accompagner de la JP des policiers afin que cette contrée soit sécurisée. Au moment où je vous parle, nous venons de s'échapper d'un Koulouna, alors qu'à notre compétence, on ne pouvait faire quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle je demande au commandant de la ville de venir d'un moment à l'autre. C'est comme nous sommes en confinement et jusqu'à ce que cette circonstance va terminer, je vous demande d'être avec nous, de nous accompagner en ce qui concerne la sécurisation. Il y a la porte centrale là-bas. Jusqu'au premier niveau, il n'y a que des matières fécales. Et en ce moment où je vous parle, nous venons de chasser un incivique qui vient de nous répondre insolemment n'importe comment. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Raphaël Yang, le juge président dans le dossier Caméré et consorts concernant la gestion des frais alloués au programme des 100 jours du président de la République, est mort
la nuit du 26 au 27 mai suite à une crise cardiaque, ce qui nous révèle une source sur plus de détails dans ces reportages. Les juges présidents dans l'affaire Vital Kamerhe et consorts au tribunal de grande instance de Gombe, Raphaël Yani Uvungu, n'est plus. C'est depuis tard dans la nuit vers 2h de ce mercredi 27 mai qu'il a rendu l'âme à Kinshasa. Des sources officielles renseignent que l'homme en toge noire était victime d'une attaque cardiaque à sa résidence de Bandal avant d'être acheminé au centre médical Nganda où il a rendu l'âme. La hiérarchie de la police nationale qui donne cette information balaye ainsi d'un revers de la main de rumeurs d'une mort par assassinat. Il est à signaler cependant, ce praticien du droit a présidé les 2 premières audiences de l'affaire de Vital Kamerhe et consorts, notamment celle du 11 et 25 mai 2020 en chambre foraine à la prison centrale de Makala dans le respect des mesures barrières édictées par les autorités du pays, selon une source Congo Profond. Fin de cette page locale, mesdames et messieurs, place à présent aux informations au-delà de nos frontières et c'est juste l'essentiel qui nous concerne, c'est grâce à ces condensés de Solvay Mbakou. Suivez-nous. Qu'il annonce sur Twitter. Bonjour Pierre Vénazé, on vous retrouve à Bruxelles. 750 milliards d'euros sous la forme de subventions et de prêts. Oui, effectivement, c'est un panachage que propose la Commission européenne pour ce plan de relance. On avait déjà la connaissance de quelques instruments, ceux qui sont soutenus par le mécanisme européen de stabilité, la Banque européenne d'investissement et par le mécanisme SURE pour le chômage partiel, donc des prêts aux États et aux entreprises. À cela s'ajoutent des subventions, des aides directes, c'est-à-dire des montants que la Commission européenne va devoir aller emprunter sur les marchés pour les donner aux États. Et vous l'avez dit, ce sont l'Espagne et l'Italie qui devraient être les principaux bénéficiaires de ce plan de relance, que ce soit aide ou subvention ou prêt. Il s'agira d'environ 170 milliards pour l'Italie, 120 milliards pour l'Espagne. C'est en tout cas des chiffres partiels pour l'instant, 38 milliards probablement pour la France aussi. C'est ce qu'on imagine, on le saura avec précision d'ici un peu moins d'une demi-heure environ lorsque débutera la session plénière du Parlement européen, où Ursula von der Leyen doit présenter très précisément ce plan de relance qui intègre donc l'idée des subventions, des aides directes qui avaient été proposées par la France et par l'Allemagne. Pierre, c'est 750 milliards d'euros, c'est une révolution en Europe ? Si c'est pas une révolution, c'est en tout cas un moment historique ou au moins un moment sans précédent parce que le fait que la Commission européenne endosse le projet franco-allemand, celui par lequel l'Allemagne accepte de mutualiser des dettes alors qu'elle avait freiné des 4 fers pendant la crise grecque. On s'en souvient, c'est créer un véritable budget européen à terme puisque la Commission européenne va pouvoir aller emprunter elle-même sur les marchés, bénéficier des taux les plus hauts de l'Union européenne. Et puis à terme, ça pourrait aussi ouvrir à des ressources propres pour le budget européen, des ressources propres supplémentaires, c'est-à-dire de voir par exemple une taxe carbone aux frontières. On peut imaginer abonder directement le budget de l'Union européenne, ce qui est relativement sans précédent si ça se fait dans des proportions importantes, parce que aujourd'hui Ursula von der Leyen présente aussi son budget pour la période 2021-2027, un budget sur lequel les 27 avaient eu du mal à s'accorder pendant 2 ans de négociations et qui va voir son montant doubler alors que jusqu'ici on se disputait à peine pour quelques dizaines de millions d'euros. On devrait passer à 2 billions minimum, c'est-à-dire 2000 milliards. Voici à quoi devrait finalement ressembler l'application Stop Covid, l'un des outils majeurs du gouvernement dans sa stratégie de déconfinement. Cette entreprise de Chambéry a participé à créer l'interface qui serait téléchargeable sur la base du volontariat et gratuitement. Selon ce système, le téléphone enregistre les appareils à proximité grâce à la technologie Bluetooth. Si une personne positive au coronavirus signale sa maladie, tous ceux qui l'ont croisé pendant au moins 15 minutes et à moins d'1 mètre dans les 15 derniers jours reçoivent alors un message d'alerte pour être testés à leur tour. Selon les concepteurs de l'application, aucune donnée personnelle ne serait enregistrée. On protège vraiment la vie privée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui utilise l'application, qui est malade. Tout est géré avec des identifiants aléatoires et anonymes. Le projet vient d'être validé par la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui demande toutefois un droit d'opposition et un droit à l'effacement des données, même enregistrées de façon anonyme. Selon le gouvernement, le système a fait ses preuves lors de tests grandeur nature,
60 militaires se sont prêtés à l'exercice, téléphone à l'oreille dans ce gymnase, mais aussi dans la rue et dans le métro. Et pour le secrétaire d'État au numérique, les résultats sont concluants. Dès les premiers téléchargements, on évite des contaminations pour 2 raisons. Parce que l'application va plus vite que les enquêteurs sanitaires. Vos contacts sont prévenus immédiatement, alors qu'il faut parfois plusieurs heures, voire plusieurs jours pour les enquêteurs sanitaires. Et parce qu'elle permet de prévenir des gens que vous ne connaissez pas. Si les parlementaires l'approuvent, l'application pourrait être téléchargeable dès ce week-end. La question est-il dangereux de fréquenter des piscines alors que le Covid-19 n'a pas encore dit son dernier mot? Eh bien, si l'on s'en réfère à un document qui a été publié en mars dernier par la Société française d'hygiène hospitalière, cet environnement est peu propice aux virus enveloppés, c'est-à-dire aux virus comme la grippe, le VIH ou encore des virus issus de la famille des coronavirus. Il stipule que si une personne devait être contaminée, ce serait plutôt par contact direct avec un autre baigneur. Alors évidemment, comme toute information par rapport au Covid-19, c'est important de la prendre avec des pincettes. Et si vous avez l'intention de fréquenter des piscines, eh bien c'est sûr que ce sera un petit peu plus compliqué que d'habitude. Si on regarde le protocole expérimental qui est en train d'être mis en place dans certaines piscines en France en vue d'une potentielle réouverture, on voit que il faudra pré-réserver son couloir de nage à l'avance pour une session d'1h30 maximum. Vous pourrez le faire au guichet ou sur internet. Un sens de circulation sera mis en place dans le couloir de nage. Au niveau des vestiaires, il y aura des cabines pour se déshabiller et des cabines pour se rhabiller. Une cabine sur 2 sera condamnée, tout comme les douches. On pourra accéder au bassin par vague de 12 personnes pour justement respecter la distanciation sociale et ne pas atteindre la fréquentation maximum d'une personne par 2 mètres carrés. Les jacuzzis aussi et les pataugeoires devraient rester fermés jusqu'à nouvel ordre. C'est sur cette note que nous bouclons complètement cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur les antennes de Santé Radio Télévision et surtout respecter les mesures barrières pour éviter la propagation de cette pandémie, les coronavirus. Que les bons Dieu bénissent la République démocratique du Congo et le Congo central en particulier. Restez chez vous.